Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go! La loi, c'est moi, et l'ordre! Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max et bienvenue pour ce 11e épisode du PodMax Comics, avec aujourd'hui un dossier sur Sam & Max, ainsi que la review de mes dernières lectures que sont Police Freelance, évidemment, Petit Conte Macabre, Howard Lovecraft, Gouttelette et Rick and Morty Intégral, volume 2. Ok! Si vous souhaitez me soutenir financièrement pour mon travail de vidéo ou de podcast, il existe deux moyens à votre disposition. Le premier, c'est de me rejoindre sur Tipeee, où vous recevrez des marque-pages Captain Max en contrepartie de vos dons. Et le second, c'est en vous procurant vos comics via mon lien d'affiliation avec la librairie indépendante Comics Zone. N'hésitez donc pas à passer via mon lien disponible en description, mais aussi à ajouter le code MAX, MAKS, afin de recevoir un marque-page personnalisé Captain Max, ainsi qu'un print Spawn signé par Paul Renaud. Mais maintenant que la quête a été faite, je vous laisse entrer dans ce lieu saint consacré à l'univers des comics. L'enfant des années 90 que je suis a bien connu l'époque des jeux vidéo point and click, un genre à succès qui va rendre populaire de nombreux auteurs comme Ron Gilbert, Gary Winnick, Dave Grossman, les frères Robin et Rand Miller, ou bien encore Tom Schafer. Ce sont les scénaristes de Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Secret of Monkey Island et Myst, des œuvres qui ont réussi à remettre au goût du jour le jeu vidéo narratif avec des univers riches, des personnages forts et surtout une très grosse dose d'humour pour la plupart. Et s'il y a bien une licence de point and click qui est complètement barrée et pleine d'humour, c'est bien Sam & Max. Sauf qu'avant d'être des jeux vidéo de chez LucasArts, Sam & Max Police Freelance est un comics de Steve Purcell. Enfin, plus exactement, de son frère. Lorsqu'il était au collège, Dave Purcell passait pas mal de temps à dessiner des bandes dessinées, d'où sa création d'une équipe de détectives composée d'un chien et d'un lapin. Mais rivalité fraternelle oblige, son grand frère Steve s'amusait souvent à terminer les travaux de son cadet de manière ridicule. Ainsi, Sam & Max deviennent de véritables personnages loufoques, comme on pouvait les voir dans les cartoons. Mais à force de dessiner pour embêter Dave, Steve eut lui aussi envie de créer ses propres histoires. Mais ce qu'il préférait, c'était inventer de nouvelles aventures pour les personnages de son petit frère. C'est pour cette raison qu'un jour, David décide de céder officiellement les droits de ses bestioles à son frère aîné en signant un contrat le jour de son anniversaire. C'est ainsi qu'en 1980, Steve commence à produire des bandes dessinées pour la newsletter de son école d'art, dans laquelle il va bien évidemment se faire plaisir avec ses deux animaux fétiches. C'est finalement en 1987 que Steve Monkiewicz, créateur du comics Fish Police, propose à Steve Purcell de publier Sam & Max dans sa maison d'auto-édition Fish Wrap. 2 années après la publication de ce premier comics officiel, Sam & Max reprennent la route chez l'éditeur Comico avec On the Road. Puis, en 1992, il passe chez Epic Comics pour continuer de publier ses deux policiers cartoonesques. C'est cette même année que Steve Purcell va répondre à une petite annonce pour un job dans le ranch Skywalker de George Lucas. Il est alors embauché comme graphiste pour Lucas Games. Mais très vite, ces deux mascottes vont être adaptées par l'entreprise pour en faire un jeu vidéo point and click. Et ça signera un peu la fin des comics, puisque par la suite, ils n'apparaîtront que dans des petites histoires de 2 pages dans des magazines de BD pour enfants. Mais tout ça, vous avez la chance de pouvoir les lire en version française dans une parution datant d'avril 2015 de chez Onapratout, et qui est encore dispo à l'heure où j'écris ce podcast, donc n'hésitez pas si vous voulez vous le procurer au prix décent de 20 € les 200 pages. Personnellement, je ne connaissais absolument pas l'histoire derrière ces personnages de jeux vidéo, et c'est l'ami Wolf in Motion qui m'a fait découvrir ça dans notre podcast spécial Noël de chez Team Up, et je l'en remercie pour cette découverte. Ou pas. Même si je connaissais très bien le chien et le lapin, je n'avais jamais joué à l'un de leurs jeux, et je n'ai jamais trop été attiré par les point and click en 3D, mais je savais que c'était un univers cartoon très loufoque, un peu à la qui veut la peau de Roger Rabbit. Enfin, je pensais que c'était ça. Wolf m'avait prévenu que c'était extravagant, mais ma curiosité a été un vilain défaut, puisque j'ai passé un horrible moment de lecture avec ce titre. J'aime l'humour absurde, la preuve avec Rick and Morty, dont je vais vous parler juste après. Mais là, c'est vraiment un humour pour lequel je n'accroche pas du tout, avec des gags très cartoon mélangeant l'absurde, le loufoque et la violence, un peu dans le style des Animaniacs que je ne supportais pas. De plus, les premières histoires de ce Sam & Max Police Freelance sont beaucoup trop longues, avec leur vingtaine de pages. Heureusement, vers la fin du bouquin, les aventures sont raccourcies et ça passe bien mieux, devenant presque agréable, surtout après la purge passée à lire la première moitié. Pour conclure, je dirais que ce comics est vraiment réservé aux fans des jeux vidéo de chez LucasArts, ou bien tout simplement pour les lecteurs passionnés par l'histoire des comics. Que l'on accroche ou pas, ça reste intéressant et important pour l'histoire du 9e art. Mais laissons maintenant l'humour absurde pour de l'humour noir, dans le récit horrifique du nom de
Petit conte macabre. Eric Powell est mon artiste de comics préféré, au dessin comme à l'écriture. Et malheureusement, je ne trouve pas et ne prends pas le temps de lire les intégrales de The Goon, publiées chez Delcourt, qui prennent la poussière dans ma bibliothèque depuis des années, alors que je sais très bien que je vais les adorer. Et quelle fut ma joie lorsque j'ai appris à la dernière minute que Delcourt publiait en novembre 2024 le petit comics Conte macabre, un récit anthologique de 72 pages seulement. Le livre parfait pour reprendre une petite dose rapide de Powell, mais pas que. En effet, si cet ouvrage est bien un projet d'Eric Powell, il n'aurait pas pu se faire s'il n'avait pas été accompagné par Mike Mignola, le papa de Hellboy, par Becky Cloonan, la maman de Soma, et James Aaron, scénariste de Ultra Mega, du BPRD, etc. Le concept de ce comics est de faire revivre au lecteur la tradition de la narration orale horrifique du réveillon de Noël. Powell imagine alors une histoire où des écrivains de l'époque victorienne se retrouvent le soir du réveillon, posés au coin du feu, pour se raconter des histoires d'horreur. Seul bémol, en plus de ne pas supporter les fêtes de fin d'année, nos 4 scénaristes ne se supportent pas non plus. On va alors avoir droit à une petite dispute entre les 4 personnages de ce huis clos, entrecoupés d'histoires contées par chacun d'entre eux. Et ce qui est marrant, c'est que les 4 personnages principaux sont inspirés, en version un peu parodique, de nos auteurs. La première histoire, du nom de Les yeux dans l'obscurité primordiale, est écrite par Eric Powell, illustrée par James Aaron avec Dave Stewart à la colo, puisque c'est lui le responsable de toutes les couleurs de ce comics. Cette dernière est un conte fantastique où 2 hommes réalisent le premier voyage spatial, non pas dans les années 1960 comme en vrai, mais à l'époque victorienne, vers 1840, dans un univers steampunk. Et alors que nos 2 compères se dirigent vers Mars, le voyage de plus de 400 jours s'annonce encore plus long que prévu, puisque ces derniers vont sombrer dans la folie d'un esprit vengeur. Une histoire très sympa, vraiment dans le style Tale from the Crypt, avec de très beaux dessins, magnifiés par une colorisation saturée et surtout une utilisation intelligente des ombres qui prennent de plus en plus de place au fil des pages pour plonger le lecteur au fond des ténèbres. La seconde histoire est scénarisée et illustrée par Becky Cloonan, toujours avec Stewart de couleur. Et la première chose que je peux vous dire, c'est que visuellement, c'est vraiment le style d'illustration que j'admire, avec un ancrage très présent et des aplats de couleurs vives pour un rendu clair-obscur de toute beauté. Du côté du scénario, c'est très simple, puisque le texte est une sorte de poème revisitant la légende écossaise et irlandaise du Kelpie, une créature prenant l'apparence d'un cheval qui hante les rivières. Sauf que là, la bête n'est pas seule, puisqu'elle est montée par l'âme d'un voleur qui avait préféré se noyer plutôt que de se rendre à la justice. La troisième histoire est celle que j'ai le moins appréciée, même si j'ai adoré la partie visuelle, et c'est tout à fait normal, puisque c'est Mike Mignola qui s'en est chargé. Toujours aussi fort au dessin, et toujours aussi maladroit à l'écriture. Dans cette histoire nommée La nuit du Jabberwocky, un homme raconte le jour où il a dû affronter le Jabberwocky, ou plutôt de la fois où il se l'est imaginé, on ne saurait pas dire. Cette histoire s'inspire bien évidemment du dragon de Lewis Carroll, apparu à l'origine dans L'autre côté du miroir, la suite d'Alice au pays des merveilles. Du coup, Mignola reprend l'idée du poème de Lewis pour conter son histoire, lui aussi, avec des mots valises. Du coup, j'ai pas compris la moitié des bulles, et je suis pas le seul puisque ceux qui écoutent l'histoire dans ce comics n'ont rien pigé non plus. La quatrième et dernière histoire, du nom de Le cadeau du majeur Courtenay, est entièrement réalisée par Eric Powell et justifie une fois de plus toute mon admiration pour son travail, puisqu'il réalise ici le conte le plus efficace. Reginald Sallow est un noble ayant hérité d'un domaine offert par la couronne à l'un de ses aïeux. Fier et honoré d'être le propriétaire de ce château, il a mis de côté son rêve de voyager autour du monde pour entretenir son bien le plus précieux. C'est pour ces raisons qu'il invite son ami aventurier Lewis à séjourner chez lui quelque temps. Mais une fois sur place, celui-ci est étrange. Il préfère dormir dans le jardin, dans un camp de fortune, plutôt qu'à l'intérieur du luxueux château. Et je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas vous gâcher l'histoire, mais je vous assure que le twist final vaut le coup. Un comics que je conseille évidemment à tous les férus d'horreur. Mais passons à la suite, tout en restant dans l'épouvante, avec le comics de la série Howard Lovecraft de chez Réflexion Éditions. Il y a un moment, déjà, que le comics Howard Lovecraft et le Royaume de Glace m'avait tapé dans l'œil. Pour la simple et bonne raison que j'avais réalisé il y a quelques temps maintenant une bande-annonce pour la sortie VF de chez Réflexion Éditions, qui est disponible sur leur chaîne YouTube. Je vous laisse d'ailleurs le lien de la bande-annonce dans l'article de ce podcast, disponible sur Substack, si ça vous intéresse. Howard Lovecraft est un petit projet de comics indépendant de Bruce Brown, qui n'a quasiment rien écrit d'autre que la série Howard Lovecraft, avec pour l'instant 3 séries de 3 issues que sont Howard Lovecraft et le Royaume de Glace,
Howard Lovecraft et le Royaume sous-marin, ainsi que, attention surprise, Howard Lovecraft et le Royaume de la folie, qui n'est pour l'instant pas encore sorti en VF, donc je vais vous donner mon avis concernant que les deux premiers. Et d'ailleurs, il y a aussi eu des films d'animation qui ont repris ce comics, donc je sais pas ce que ça vaut, mais si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire. Le premier tome nous présente alors une version enfant de H.P. Lovecraft qui vit alors seul avec sa maman, depuis que son papa est enfermé à cause de troubles mentaux. Et j'ai appris par la suite que c'était basé de faits réels, puisque Winfield Scott Lovecraft est devenu extrêmement psychotique lorsque Howard avait 3 ans. Ces troubles psychologiques étaient dus à des symptômes neurologiques de la syphilis. Il a alors été placé à l'hôpital de Butler de Rhode Island aux États-Unis pendant 5 années, où il terminera sa vie là-bas. Ils vont alors dire à Howard que son père est dans le coma afin d'éviter qu'il ait des contacts avec son paternel. Mais revenons à notre comics. Alors que Madame Lovecraft décide de rendre visite à son mari, le soir de Noël, pour que celui-ci puisse voir son enfant, ce dernier effraie Howard lorsqu'il lui arrache la main pour lui donner une petite étoile ainsi qu'une mission. Retrouver un livre et le détruire. Une fois chez lui, le jeune garçon va alors ignorer les conseils de son père et va être transporté dans un monde étrange où il va faire la rencontre de Cthulhu, qui, après avoir voulu manger le petit homme, va devenir son humble serviteur. Tous deux vont alors tenter de sauver les habitants du royaume de glace en affrontant un terrible monstre, mais le mal n'est pas toujours là où on s'y attend. Une lecture que j'ai trouvée très agréable et qui me fait énormément penser à Alice au pays des merveilles, avec un enfant transporté et perdu au sein d'un monde de folie. Même si visuellement, on est loin de l'œuvre colorée et joyeuse du Alice au pays des merveilles de chez Disney. Le visuel de cette bande dessinée est un parfait mélange entre le jeu vidéo Psychonaut et Alice, retour au pays de la folie. Un peu Tim Burtonien, si vous voulez. On ne peut pas dire que les dessins soient objectivement très beaux, et parfois même on a l'impression que certains personnages ou décors sortent d'un autre comics tant ils ne s'accordent pas avec le reste, mais étrangement, tout comme ce comics, les dessins s'accordent très bien avec le récit. Et après 3 pages, je n'étais plus du tout gêné par le visuel, et je dirais presque même que j'ai apprécié. Le second tome, au Royaume sous-marin, en est la suite directe, car une fois de retour sain et sauf chez lui, Howard ne peut s'empêcher de garder le livre magique près de lui, et celui-ci est une nouvelle fois emporté dans le domaine de Cthulhu, ainsi que dans le Royaume sous-marin, afin de tenter de sauver son ami tentaculaire qui s'est fait prisonnier par le terrible roi Abdul. Mais pour réussir sa quête, avant d'être transformé en poisson, notre jeune garçon va être accompagné par un vieux policier, ainsi que son père. Une histoire encore une fois très sympathique qui nous plonge totalement dans son univers sombre et déjanté. Ces deux comics, bien que sombres et étranges, restent accessibles à des enfants, d'au moins 9 ou 10 ans à mon avis. L'écriture n'est pas trop immature et ne tombe pas dans les blagues de paix ou de glissade sur des pots de banane, rassurez-vous. Les personnages sont tout de même très amusants, attachants et intéressant, offrant une atmosphère pas trop lourde afin de permettre aux plus jeunes de découvrir l'univers de Howard Lovecraft dans une version aseptisée, sans pour autant que les adultes soient mis de côté ou pris pour des neuneux. Deux comics que je vous conseille vraiment si vous aimez suivre un peu les univers complètement dingues, comme Alice au pays des merveilles ou bien toutes les œuvres de Tim Burton. Et en parlant de comics pour enfants, on va continuer avec Gouttelette, le petit axolote. J'ai lu pas mal de Bliss, puisque c'est eux qui publient l'univers Valiant, avec X-O Manowar, Bloodshot, Divinity, Ninjak et compagnie. Mais ils ont d'autres collections, comme tout ce qui est LGBT+, dont je ne suis pas du tout la cible, la récente collection Bad ID, que je découvre doucement, avec notamment une très bonne première impression avec le titre Pirate Queen, dont je vous avais donné mon avis dans le Podmax Comics épisode 4, ou bien encore avec leur collection Jeunesse, dont j'avais complètement oublié l'existence, puisque là aussi je n'étais pas le public visé, du moins jusqu'à présent, puisque maintenant que j'ai mon petit, tout a changé. J'ai donc lu, avec lui, Gouttelette, le petit axolote, écrit et illustré par Kai O'Neill. Alors que tous les animaux de la mer se préparent pour le festival sportif, Gouttelette, le petit axolote, s'inscrit pour réaliser un numéro de danse. Mais alors que tout se passe bien pour elle, et ce n'est pas totalement le cas de ses amis, que sont la tortue lanceuse de galets, la salamandre musicienne ou les poissons cuisiniers. Traversant tous des difficultés et des doutes, Gouttelette va alors trouver les bons mots pour réussir à leur redonner un peu de courage et de confiance, afin que chacun d'eux puisse profiter au maximum du festival. La trentaine de pages se lit assez rapidement, en une petite dizaine de minutes, grâce à ses grandes cases et ses gros textes pas trop bavards. Et ça, c'est un vrai plus lorsqu'il s'agit, comme moi, d'en faire une histoire du soir à lire et à relire au fil des semaines. Grâce à ces petits personnages tout gentils et bienveillants, et ces magnifiques dessins ronds et colorés, me rappelant Ponyo sur la falaise, du studio Ghibli, toute notre petite famille a passé un très bon moment de lecture, si bien que Mini-moi redemande régulièrement Gouttelette. Une belle petite BD que je conseille à tous les parents. Mais pour conclure cet épisode, direction l'opposé avec Rick and Morty, volume 2.
Comme je le disais lors de l'épisode précédent, Rick and Morty est une série TV pour laquelle je suis passé de l'impossibilité de terminer un seul épisode à enchaîner les 6 saisons disponibles sur Netflix. Et pour profiter encore un peu de l'univers riche et déjanté en attendant la prochaine saison, j'ai sauté le pas des comics. Et par chance, ça collait pile avec la publication de l'intégrale tome 1 par iComics, car c'est jamais facile de rattraper plus d'une dizaine de titres sortis bien des années en arrière. Et la deuxième chance que j'ai eue, c'est que le format intégral est parfait pour ne pas être déçu. Car si c'est vrai que la série TV est avantagée en termes de rythme et d'humour, elle est tout de même supérieure à la BD en termes d'écriture. Mais ce qui n'empêche pas le comics d'avoir quelques épisodes très efficaces. Et vu qu'ils sont au milieu d'épisodes un peu moins bons, on a tout de même une bonne impression à la lecture. Et vu que j'étais assez satisfait du premier tome, j'ai pas hésité une seule seconde avant de me procurer le second. Surtout avec son format souple et sa magnifique couverture brillante, qui est cette fois-ci consacrée à Morty, avec une illustration anatomique comme pour le volume précédent. Et si comme moi vous avez réussi à trouver votre bonheur dans le précédent tome, vous ne devriez pas être trop perdu avec ce second, puisqu'il est dans la droite lignée du premier, aussi bien visuellement qu'en termes de récit. Je suis bien conscient que les épisodes ne sont pas exceptionnels, mais ceux qui se démarquent sont assez forts pour donner de l'intérêt au titre, et c'est là que la version intégrale aide grandement. Car si je m'étais procuré les tomes en simple, je suis pas sûr que j'aurais continué à me procurer la série. Mention spéciale au chapitre qui fait revenir les Monsieur Larbin, avec une belle utilisation des personnages complètement dingue que je rêvais de revoir un jour. Pour conclure, si vous n'êtes pas fan de la série d'origine, passez votre chemin. Par contre, si vous avez un véritable attachement à la série, je ne peux que vous inviter à vous procurer ces magnifiques bouquins, qui sont aussi de très beaux cadeaux pour les fans de Rick and Morty, même si vous voulez simplement en faire de magnifiques objets de décoration. Et bien voilà, j'espère que cet épisode du Podmax Comics vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, surtout c'est important pour faire découvrir ce comics autour de vous. Et si vous souhaitez me soutenir financièrement, c'est possible sur Tipeee ou simplement en faisant vos courses chez les amis de Comics Zone, en cliquant sur les liens d'affiliation disponibles sur l'article qui accompagne ce podcast sur mon Substack. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt, Terrien. Fin de l'enregistrement.